Sur cette première page, qui est la plus importante du chapitre, je vous propose de regarder la vidéo suivante pour comprendre le fait que le moment cinétique soit une constante, ce qui provoque que le mouvement est plan, ainsi que la détermination de la constante de la loi des airs, et donc la loi des airs en elle-même. Nous allons voir dans ce diaporama que le point M soumis à une force centrale a un moment cinétique constant, et donc que ceci a certaines conséquences. On va ainsi travailler dans un référentiel galiléen de centre O. Le système considéré le point M et il est soumis à une force centrale. Si on applique le théorème du moment cinétique, dl sur dt égale somme des moments des forces, il n'y a qu'une force, la force centrale, donc son moment s'écrit OM vectoriel F. Si on exprime OM et F en coordonnées cylindriques, on obtient RER vectoriel F de RER, puisque F de RER est l'expression de la force centrale en coordonnées cylindriques. Et donc on a un produit vectoriel de deux vecteurs identiques, ce qui fait un vecteur nul. Ainsi, si la dérivée du vecteur moment cinétique par rapport au temps est nulle, alors le moment cinétique est constant. Donc ceci a deux conséquences. La première, c'est que le mouvement du point M est plan. En effet, si on exprime le vecteur moment cinétique, on obtient MOM vectoriel V. Et donc, comme le moment cinétique est constant, il a une direction constante, et les vecteurs L, OM et V forment un trièdre. Donc, OM et V sont constamment dans un plan perpendiculaire au vecteur LOM. Donc ce plan, il est défini par le vecteur OM et le vecteur V. Donc le mouvement du point M soumis à une force centrale est plan. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la loi des airs, c'est-à-dire que l'air balayé par le rayon vecteur est proportionnel au temps. Et c'est ce que nous allons montrer ici. On va introduire d'abord la constante des airs, qui est directement reliée au moment cinétique constant. En effet, encore une fois, si on exprime le moment cinétique en coordonnées cylindriques, on obtient MRER vectoriel R.ER plus Rθ.Eθ, et donc il fait apparaître un produit vectoriel de vecteurs identiques. Donc cette partie va s'en aller, et il va rester M, R carré, θ point, et donc le vecteur unitaire qui va apparaître, c'est ER vectoriel Eθ, qui est EZ. Donc ici, on peut noter L égale M fois C, et C est la constante des airs, donc elle s'exprime en fonction de R et θ comme C égale R carré θ point. On va maintenant exprimer l'air balayé par le rayon vecteur pendant un temps dt. Alors un petit schéma nous montre le point M sur sa trajectoire. Donc on imagine une trajectoire, on va dire quelconque, et donc on considère un déplacement infinitésimal de ce point M. Donc ce point M se déplace, son rayon vecteur c'est R égale OM, et donc s'il se déplace à la vitesse V, eh bien il va parcourir une distance VDT. Il parcourt une distance VDT et le rayon vecteur est R. Donc on peut dire que pendant l'instant dt, eh bien, il balaye une aire dA, donc une aire infinitésimale. Cette aire, c'est un triangle. Donc on peut obtenir son aire par la formule du triangle, base fois hauteur divisé par 2. Donc la base c'est VDT, la hauteur c'est R. En fait c'est pas tout à fait R, mais comme la portion est infinitésimale, eh bien on peut assimiler la hauteur à R. Et donc on va diviser le tout par 2. Ainsi on a dA égale 1 demi de OM fois VDT. Si on exprime maintenant encore une fois OM et V en coordonnées cylindriques, on a 1 demi de R fois R θ point dt, la vitesse étant égale à R θ point, puisque pendant ce temps infinitésimal, le petit r ne varie pas. On obtient donc dA sur dt égale R carré θ point sur 2, et on reconnaît la constante des airs ici, donc dA sur dt égale C sur 2. Ainsi, en intégrant, on obtient A de t égale C sur 2 fois t plus constante. Pour un temps de parcours nul, eh bien l'air balayé est nul, donc la constante est égale à 0, et la loi des airs s'écrit finalement A de t égale C sur 2 fois t. On a bien donc l'air balayé par le rayon vecteur proportionnel au temps. La constante de proportionnalité, c'est la constante des airs divisée par 2. Sur cette deuxième page, il s'agit de la démonstration des deux formules de Binet, une valable pour la vitesse, l'autre pour l'accélération. On ne vous demande pas de les connaître par cœur ni de les apprendre. Si vous avez à les utiliser, elles vous seront données, comme dans le chapitre 11 que l'on verra plus tard. Dans la première formule de Binet, correspondant à la vitesse, vous pouvez remarquer qu'il y a eu un changement de variable en U qui vaut 1 sur R. Et dans la deuxième formule de Binet,
il y a exactement le même changement de variable qui a été procédé. Dans cette troisième page, nous nous intéressons à l'énergie du système. Pour ce faire, nous nous placerons dans le cas où la force est une force centrale, F, qui dérive d'une énergie potentielle, qui est fonction seulement du paramètre petit r. Donc la particularité, c'est que si la force F n'est fonction que de petit r, alors l'énergie potentielle aussi sera fonction que de petit r. L'énergie mécanique, E est égale à EC plus EP, ça c'est plutôt classique, soit un demi de mv carré, plus donc cette énergie potentielle qui est fonction que de petit r. Mais cette énergie cinétique et surtout la vitesse V, vu qu'on l'a vu à la page numéro 1, en bas de la page numéro 1, cette vitesse V, cette norme de vitesse V peut s'écrire R point carré plus R carré θ point carré, plus donc cette énergie potentielle, d'où on va pouvoir séparer les variables. C'est-à-dire qu'on va mettre devant un demi de mr point carré plus un demi de mr carré, et là, ici, on utilise la constante de la loi des R, telle que C qui vaut R carré θ point, donc on peut changer le θ point en C sur R carré, plus l'énergie potentielle. D'où une nouvelle écriture de l'énergie mécanique qui peut s'écrire comme ça. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que cette énergie mécanique n'est fonction que de R point, R, et à nouveau R. Donc cette énergie mécanique n'est fonction que de petit r. Ensuite, on pose une énergie potentielle effective, ou en fait une énergie potentielle entre guillemets fictive, qui correspondra à la somme de 1 demi de mc carré sur r carré plus l'énergie potentielle. Et de l'autre côté, on va laisser tout seul le 1 demi de mr point carré. Conclusion, l'énergie mécanique que l'on avait au départ, c'est donc la somme de 1 demi de mr point carré plus une énergie potentielle effective ou fictive. Ainsi, cette énergie mécanique constante a la même forme que celle d'un point matériel de masse petit m animé d'un mouvement rectiligne de vitesse r point. Bah oui, on le voit, ça fait 1 demi de mv carré. C'est comme s'il y avait un point fictif m qui avait pour vitesse r point, 1 demi de mv carré. Et dont l'énergie potentielle de ce point fictif, de ce point imaginaire, serait EP effectif. Et à l'intérieur de EP effectif, il y a ce morceau-là. Cette énergie potentielle de ce point fictif n'est fonction que de petit r. En ce qui concerne le graphique maintenant, on a tracé l'énergie potentielle justement effective de ce point fictif en fonction de R. Ça c'est un exemple ici qui est donné, un exemple complètement au hasard. Comme l'énergie mécanique est une constante, ici on voit plusieurs positions d'énergie mécanique. On a E1, E2, E3, E4. Si l'énergie mécanique vaut E1 et que la courbe d'énergie potentielle est comme ceci, eh bien obligatoirement les mouvements possibles seront dans cette cuvette ici, située entre R mini et R maxi. Mais si le point est entre ces deux paramètres R mini et R maxi, pour E1, eh bien vous serez dans ce cas-là et vous aurez un état lié, soit ça correspondra à ce premier schéma. Ensuite, dans le cas numéro 4, E4, l'énergie mécanique, elle vaut E4. Donc, la seule possibilité qu'on ait, c'est d'être situé ici, c'est-à-dire que petit r égale grand R. Mais si petit r égale grand R, obligatoirement, on est dans le cas numéro 4, ce cas ici, et donc le mouvement sera un cercle. Pour terminer, dans le cas numéro 3, le cas numéro 3 ressemble étrangement au cas numéro 1, mais avec un rayon R mini et R maxi plus grand. Et dans le cas numéro 2, on a un état de diffusion. Là, c'est un petit peu particulier parce que le paramètre petit r peut varier entre Rm et plus l'infini. État de diffusion, d'où entre Rm et plus l'infini.